Alors, déjà, bonjour à tous. Je me présente Nassurdine de l'Alchimie des mots. Mon association, c'est une association de loi 1901 qui se consacre à faire la promotion de la langue française sur différentes formes ludiques, et gratuites. Et du coup, si vous voulez découvrir les actions que je fais, soit vous avez ma chaîne YouTube ou ma chaîne Instagram, où vous pourrez voir les différentes actions que je mets en place. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, d'accueillir et de vous présenter parce que je suis un grand, grand fan de comics. C'est un comics, hein, c'est ça, on est d'accord? C'est ça. Voilà, voilà. Et c'est aussi une première interview pour moi, de vous présenter l'œuvre Guns and Gremlins par l'auteur David Asteda et le dessinateur Guillaume Leblanc. Et je suis ravi d'accueillir ces 2 auteurs parce que comme j'ai dit, c'est une première interview pour moi et je suis aussi apparemment le premier à les recevoir pour une interview. C'est ça? C'est une exclusivité mondiale pour moi, c'est ça? Exactement. Tu es le premier. C'est toi qui entame la longue marche de promotion. Oui, c'est Eh ça. merci à vous. Un petit merci, au Hardcover, au Comptoir des Comics, à GD Comics et tous les fans qui me suivent. Ces personnes-là, en fait, ces gens que j'ai cités m'ont beaucoup aidé pour la préparation de cette interview et je vous en remercie encore et je vais vous laisser vous présenter. Déjà, David, on va commencer par toi. Ok. Présente-toi. Bon, bah écoute, David Asteda, je suis le scénariste donc, de Guns and Gremlins, qui va sortir le 25 octobre aux éditions Ankama. Comme ça, j'ai fait la promo en même temps. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je scénarise des BD en tout genre et principalement chez Ankama Édition. D'accord et d'ailleurs, excuse-moi, attends, juste, je me Oui, permets juste de alors déjà, on avait parlé de Guns and Gremlins, voilà, c'est celui-là. voilà, on Et, a la petite. et tu es aussi auteur de différentes BD chez Ah le oui, label alors bah oui. 619. Ouais, Oui. alors j'ai fait Maple Square que tu viens de passer avec Ludovic Chesneau. Oui. Toujours avec Ludovic Chesneau, j'avais fait Franck Lille après Alcatraz. Ben voilà, c'est parfait, on dirait que c'est préparé. Et j'avais participé aussi à pas mal d'écritures de segments sur la collection Doggy Bags. Ah oui, les Doggy Bags. D'accord. Ok. En fait, je me permets de les montrer parce que c'est des œuvres que j'ai énormément aimées. Voilà. Je Ouais, pense que j'ai déjà fait des retours dessus sur Insta et voilà, je trouve que c'est vraiment de très très belles œuvres. D'ailleurs, juste une petite aparté pour Frank Lee, oui, il a un très bon retour aux États-Unis, hein. Un très oui, bon retour aux États-Unis. oui, Il a oui, même il y a été eu. Ouais, vas-y. Ouais, je te disais, il a été, même vendu dans un célèbre, magasin de comics aux États-Unis. Ah, peut-être, ouais. Moi, je sais que j'en ai trouvé, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'en ai trouvé à New York, Voilà. où j'ai fait une petite dédicace sauvage là-bas avec les vendeurs. Et c'est vrai voilà, il s'est bien vendu et il y a un bon retour, mais voilà, là, on parle de quelque chose qui les concerne. On parle des États-Unis, on parle d'Alcatraz, on parle d'une époque aussi, de toute une époque aux États-Unis dans les années 70. Enfin, jusqu'aux années 70, entre 50 et 70. Donc, forcément, ça a un écho un peu plus que d'autres bouquins qu'on va pouvoir sortir. D'accord, merci et donc on revient sur Guns and Gremlins et là, maintenant, je laisse Guillaume se présenter. Oui, Mmh. écoute, ouais, je suis pas rompu à l'exercice et puis je suis pas forcément quelqu'un de très loquace. Oui, c'est donc Guillaume, c'est ma première BD pour le coup, que j'espère continuer et en faire d'autres, hein. On verra à l'avenir comment ça se passe. Mais voilà, c'est ma toute première œuvre et j'espère que ça plaira au maximum en tout cas. Voilà. Vous Et avez mon c'est et premier c'est- soutien. et c'est Guillaume Leblanc. Voilà. J'ai dit quoi? Je dis c'est Guillaume Leblanc. Ouais, Voilà. j'ai dit autre chose, non? Ah Non, d'accord, non, OK. mais je OK. sais que Guillaume s'est présenté en mode très très simple, mais voilà, c'est Guillaume Leblanc pour. Je suis très D'acc très simple et humble Voilà. En tout cas, merci à vous, hein, Guillaume, merci pour tes retours à chaque fois, c'est toujours cool d'échanger avec toi, via Insta et David, merci aussi, hein. Le plaisir est pour nous. Le plaisir est pour nous. C'est sympa d'avoir un soutien comme le tien dans un milieu qui est, mine de rien, c'est un microcosme, hein. C'est, Ouais. c'est un petit milieu et c'est bien d'avoir des gens qui soient autant fans et dévoués à leur cause. Moi, j'en discutais avec ma compagne en parlant de toi, Nassourdine. Je disais que quelque part, j'enviais. Enfin, je trouvais ça beau d'être dévoué autant
à quelque chose et d'être autant investi. Et je trouvais ça très sympa. J'avais parcouru ton Instagram et je trouvais que voilà, on sentait que tu étais habité par la passion de la chose et je trouvais ça sympa, quoi. Merci beaucoup, ça me touche. Ouais, je t'en prie. Merci beaucoup. Bah d'accord, c'était la petite larme d'émotion. Merci. On va passer à la genèse, aux origines du projet. Bah, David, est-ce que tu peux nous parler de comment cette idée de Guns and Gremlins elle est apparue? Qu'est-ce qui t'a Oula. motivé à justement à explorer cette légende, hein, parce qu'on parle d'une légende de Gremlins au départ, hein. Exactement, Mhm. exactement. Eh ben, en fait, ça remonte déjà à très très loin. Bon, peut-être très loin, non, on va dire à peu près 3 ans et demi, où j'avais écrit en fait un petit embryon d'histoire qui faisait à peu près 30 pages. Et à l'époque, c'était justement pour le collectif Doggy Bags. Tu vois, donc c'était vraiment centré sur de l'action. Et je voulais parler des Gremlins, mais un peu à ma sauce. C'est-à-dire que les Gremlins, en fait, c'est voilà, c'est déjà les petits monstres facétieux qu'on voit dans les films connus de Joe Dante, sortis dans les années 80, mais c'est aussi une légende aéronautique, et c'est surtout une légende aéronautique. C'est ça qui fait la base des Gremlins. Grosso modo, hein, je la fais très très courte. Les pilotes militaires en fait de la Royal Air Force ont commencé en fait à parler de Gremlins quand ils avaient des pannes sur leurs avions mécaniques, hydrauliques. Et plutôt que d'incriminer, si tu veux, leurs mécaniciens ou le mauvais temps, tout ça, bah, d'une manière humoristique, voilà, ils disaient qu'ils avaient un Gremlins qui était bloqué dans la machine. Et voilà, et on savait qu'ils avaient des difficultés, qu'ils avaient des problèmes mécaniques à bord, un truc comme ça. Donc c'est un moyen de garder confiance aux équipes au sol. Et en même temps, c'était un moyen humoristique un peu à l'anglaise de dire que la machine ne fonctionne pas du tout, quoi. Donc, de ça, effectivement, est née une légende, la légende des Gremlins, qui a après été euh, expliquée dans des bouquins par Roald Dahl, qui est l'auteur qui a fait Charlie et la chocolaterie et beaucoup d'autres D'accord. bouquins pour enfants. Lui, il était aviateur militaire aussi, et c'est lui qui a repris ce thème des Gremlins, hein, qui l'a sorti du contexte militaire pour en faire quelque chose de plus joyeux. Et puis après, très rapidement, il a failli être en cheville avec Walt Disney pour faire un long métrage, ça s'est pas fait. Le Gremlins est resté plus ou moins dans une culture un peu underground. Et puis, début des années 80, tu as Chris Columbus, scénariste et réalisateur, qui s'empare du sujet et écrit une première version de Gremlins qui va être retransformée en quelque chose de plus familial par rapport à ce qui était un script beaucoup plus sombre. Et puis voilà, le film va sortir. Et pour tout le monde, les Gremlins va être ce personnage de Noël, voilà, qui est d'abord une sorte de peluche assez jolie, et qui, si tu transgresses certaines règles, se transforme en Gremlins, et les Gremlins vont se multiplier. Voilà, c'est devenu ça les Gremlins. Mais à la base, c'était une sorte de petit lutin. Et d'ailleurs, si vous tapez Gremlins Seconde Guerre mondiale, vous allez tomber sur des sortes de petits lutins dans des publicités militaires pour dire attention, les Gremlins peuvent détraquer vos instruments. Et puis tu vas trouver des petites mascottes en forme de Gremlins qui ressemblent plus à des petits lutins, des petits nains de jardin bizarres que les Gremlins tels qu'on les voit dans les films, hein, finalement. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, on va essayer de mixer tout ça. On va prendre cette vraie légende, on va la transposer dans le milieu aéronautique militaire de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, nous, on l'a fait dans le Pacifique. Parce qu'on aimait bien cette ambiance un peu tête brûlée, si tu veux, comme la série. Et puis, on va donner une apparence nouvelle à ces Gremlins qui nous ressemblent un peu plus. On va partir sur un côté très agressif, un peu animal, un peu sang-froid, si tu veux. Et on est parti dessus avec notre nouvelle légende, qui est une nouvelle interprétation finalement, mais qui essaye de se rapprocher de l'original. D'ailleurs, bah, quand on parle des petits personnages, là, on m'a montré un épisode des Looney Tunes avec Bugs Bunny, où Exactement, justement, ouais, exactement. elle allait affronter un des Gremlins. Ouais, ouais, non, mais ils sont apparus dans pas mal de trucs, hein. Dans le bouquin, on a fait un bonus à la fin où on essaye de parler
de la chronologie des Gremlins, finalement, si tu veux. Et oui, ils sont apparus dans des films, dans des séries. Des fois, il y a même des choses qui sont inspirées des Gremlins, qui n'en ont pas vraiment l'air, mais Ouais, qui proviennent de la légende des Gremlins. Donc, c'est toujours très, très intéressant. d'accord. Et toi, Guillaume, bah, qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'histoire que David propose dans ce projet? Bah, en fait, moi, si tu veux, c'est un petit peu un concours de circonstances pour faire la chronologie. Moi, ça fait un paquet d'années maintenant que j'essaye de rentrer dans le milieu. Parce que j'ai toujours lu de la BD, j'ai toujours dessiné, donc ça m'a toujours plu, j'ai toujours voulu être dans le narratif. Et donc j'ai essayé pendant un long moment, avec évidemment sans succès, sinon j'en serais déjà. Et donc fin 2021, du coup, j'avais envoyé deux autres dossiers pour deux autres BD qui ça n'avait pas pris. Donc en fait, moi j'avais été, je m'étais dit c'est bon, je laisse tomber, c'est bon, il y en a marre. Donc j'avais décidé de laisser tomber la BD. Là-dessus, quelques mois après, avec David, on se connaît depuis plusieurs années. On avait déjà essayé de Ouais, bosser sur des trucs ou quoi. Et on se connaît depuis 2016, je crois. ouais. Et, euh, et là, un jour, il m'appelle, il me dit, je prends tes mots, hein, David, il me dit, écoute, je suis un peu embêté là. J'étais sur un projet et le dessinateur a quitté le navire pour raison personnelle. Donc, du coup, bah, le truc est en plan. Est-ce que ça te tente ou quoi? Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire des essais, mais bon, j'étais pas, comment dire, j'étais toujours un peu sur ma déconvenue d'il y a quelques mois. Mais je me suis dit, si je le fais pas là, si je loupe le coche, c'est foutu. Je veux dire, j'avais 44 ans à l'époque, j'en ai 46 maintenant. Je me suis dit, si je loupe ce truc-là, alors que tous les feux sont au vert, je le ferai jamais. Donc c'est un peu plutôt une histoire d'opportunité. Je connaissais déjà le script parce que David me l'avait montré bien 3-4 ans avant, un truc comme ça, ou 2-3 ans, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Un truc comme ça. Enfin, j'étais encore à côté de Saint-Malo. Et déjà, ça m'avait parlé, parce que moi, mon père est fan d'aviation, donc j'ai toujours baigné un peu dans ce milieu d'aviation, de Deuxième Guerre mondiale ou quoi. Donc ça me parlait, puis ça parle de trucs japonais. Moi, j'ai été biberonné à Dorothée, donc je suis de la génération Japon. Donc bref, il y avait pas mal de trucs qui se mettaient en place pour que ça marche. Là-dessus, je fais des essais. Charlotte en Kama, notre éditrice, a dit bah, ça passe. Donc je me suis dit bah, allez, allons. Donc je me suis dit, c'est quand même marrant, la vie est facétieuse parce que tu t'échines pendant des années au forceps à tenter tes trucs et puis tu abandonnes et ça te tombe tout cuit dans la bouche. Donc je me suis dit, allons-y. Et puis bah, le script étant bon, mais ça sert à rien de le souligner puisque David l'a écrit, donc ça va de soi. Bah, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Après, j'étais clairement pas, enfin ça on pourra en parler après, mais j'étais clairement pas dans ma zone de confort. Mais voilà, ça aura été un voyage par moments compliqué, mais dont je sors grandi. Voilà. D'accord, d'accord. Bah, merci. C'est un beau résumé. Et du coup, cette transition entre, comme tu disais, elle était d'abord, le projet est né au label 619, Non, qui a pu... il est Ah pas non, né au 119. autant pour moi. Je l'avais écrit pour un Doggy Bags, Oui, mais c'était au moment où Doggy Bags était à la saison 2. d'accord. Il venait de faire la saison 2 et bah, il y avait. En fait, il commençait à vouloir partir. Je crois que c'était la période un peu de divorce avec Ankama Édition et où ils allaient rejoindre Rue de Sèvres. Et donc, c'était un peu compliqué de proposer des nouveaux projets pour Doggy Bags parce qu'on ne savait pas où ça allait. Et Oui, en plus, Doggy Bags, à ce moment-là, avait une nouvelle formule, c'est-à-dire que ils essayaient de faire trois histoires par thème. Et d'accord. donc, quand tu arrivais avec une histoire comme ça, si ça rentrait pas dans un des thèmes qu'ils voulaient faire, bah, c'était compliqué de leur dire, bah voilà, si je vais faire ça, mais il leur manquait deux histoires derrière. Donc c'était assez compliqué à faire. Donc, du coup, j'ai gardé l'histoire parce que moi, je la trouvais sympa et tout ça, et je savais pas trop quoi en faire. Et c'est après, j'ai rencontré un dessinateur qui, lui, pareil, voulait bosser aussi, qui avait déjà participé à Doggy Bags et qui me disait, voilà, je cherche des idées de scénar et tout. J'ai dit, bah écoute, j'en ai un que j'aime bien, je vais essayer de l'étendre, de le transformer un peu. Il était que basé sur l'action et je vais essayer de développer tout le contexte à côté. Et c'était Doggy Bags. Donc, bon, on peut le citer de toute façon, parce que de toute façon, son nom reviendra. C'était Tristan Evin. Et Tristan, effectivement, a fait une vingtaine de planches, je crois.
je crois qu'il a fait une vingtaine de planches. Il avait scénarisé, storyboardé plus ou moins la moitié du récit. Ouais, Et c'est ça. donc, quand il a décidé de partir, on s'est retrouvé avec des planches qui avaient déjà été payées. Et c'était compliqué parce qu'on avait déjà entamé une partie de l'argent donné pour le projet. Et donc, moi, il a fallu que j'essaye de rebondir. Et effectivement, comme Guillaume, je lui parle un peu de ce qui va et de mes galères en tant que scénariste. Voilà, on s'est dit, bah tiens, tu sais quoi, on va essayer. Ok, c'est une sorte de comics, manga, c'est entre les deux. Le style peut être un peu changé, mais essaye de faire comme tu veux et on voit si ça passe. Et effectivement, c'est passé. Donc après, voilà, il y a eu très très peu de changements par rapport à l'histoire que j'avais écrite. Je crois qu'à la fin, on a peut-être dû rajouter qu'une seule planche. Je crois, hein, Guillaume, hein, il me semble, une ou deux. Deux, me semble-t-il, ouais. Enfin, Deux, sans voilà. spoiler, mais on voit de quoi on parle. Je crois qu'il y a deux pages en Ouais, plus. Mais d'accord. Mais étaient voilà, ouais. sur à peu près 95 planches, finalement, il n'y a que deux planches qui ont changé par rapport au projet initial. Voilà, les dialogues ont changé ou un truc comme ça pour que ça soit plus pour nous. Mais sinon, non, voilà. C'est comme ça que le projet est né. Et effectivement, comme disait Guillaume, une fois qu'il nous a fait ses essais, bah, moi, j'ai trouvé que ça donnait un nouveau souffle à l'histoire. Donc, c'était pas le même visuel. C'était un visuel différent. On se retrouvait avec quelque chose entre le comics et le manga. Et c'est quelque chose que je me suis dit, bah ouais, forcément, on parle du Japon, on parle des kamikazes. Ça match, en fait. Et puis voilà. Et puis Guillaume a des connexions aussi dans le milieu aérien, on va dire, grosso modo. Donc, il sait de quoi ça parle. Et puis voilà. Et puis après, quand il a commencé à dessiner les avions, à les mettre en mouvement et à donner vie finalement à ce qu'on avait écrit, on s'est dit, bon, bah, voilà, c'est bon, c'est Guillaume qu'il nous faut pour reprendre le projet. D'accord. Euh, donc, du coup, bah, Guillaume, on est passé de Ludovic Chéneau, ton célèbre binôme 619, après Ouais, enfin, celui que tu viens de nommer, qui était Tristan. celui Tristan, voilà. Et Ouais. le fait que toi, maintenant, tu te retrouves justement dessinateur de cette BD, quelles étaient les perspectives que tu pouvais apporter pour enrichir le projet, justement? Bah, si tu veux, en étant tout à fait factuel, ce que je pouvais apporter déjà, c'est que même si c'est ma première BD, comme je te disais tout à l'heure, j'approche tranquillement de la cinquantaine, donc j'ai un certain passif dans le dessin. Je pense avoir un trait assez sûr. Alors en fait, si tu veux, c'est ça qui est rigolo. Ça, c'est qu'entre le début et la fin de la BD, mon trait aura changé. Charlotte nous disait, c'est normal, parce qu'en fait, quand tu exerces toujours en dehors de ta zone de confort, parce que là j'essaye de rester concentré dans ce que je dis, parce que j'ai envie de partir dans tous les sens, c'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est que la BD, c'est un vrai boulot. C'est pas juste tu fais des gribouillages, c'est un vrai taf. Et quand bien même tu as une appréhension de la chose, quand tu es dedans, moi je pensais avoir une bonne appréhension de la chose, hein. Je lis de la BD depuis longtemps, je dessine, je me suis dit, bah, ok, non, c'était la pointe de l'iceberg. En fait, c'est une machinerie hallucinante qu'il y a derrière. C'est une véritable usine à gaz. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai ramé parce que j'ai été constamment en dehors de cette zone de confort. L'avantage, c'est que du coup, j'ai vachement progressé. Enfin, en tout cas, je pense avoir progressé. Donc, qu'est-ce que je pouvais apporter à ça? Bah, déjà, c'était une dévotion qui était totale parce que j'étais en demande de faire mes preuves. C'est-à-dire, moi, je suis en demande de reconnaissance. Comme je te disais, ça fait un moment que j'essaie de rentrer dans le milieu. C'est fatigant quand tu te penses légitime bah, de ne pas être reconnu. Donc là, ça y est, ça arrive. Je suis content parce que je me dis que je vais enfin faire ma place. Et après Tristan et Ludovic, bah après, moi, je pense que j'ai pas du tout le même style de dessin. Non. J'ai un style particulier, hein, qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais j'ai un style assez propre et en tout cas, qui m'est propre et qui diffère en tout cas vachement. Je me comparerais absolument pas à Ludovic parce que on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même trait et puis on n'a pas été en corrélation sur le projet. Par contre, effectivement, je peux me comparer un peu à Tristan puisque j'ai repris aussi ces éléments. Et lui, en tout cas, de ce que j'ai pu en voir, pouvait apporter quelque chose
d'un peu old school, avec des traits un peu plus franco-belges. Enfin, il a un style particulier qui aurait très bien pu passer d'ailleurs avec le récit. Et maintenant, moi, j'ai juste apporté une perspective effectivement un peu plus pop, un peu plus, surtout beaucoup plus nerveuse. Là où lui avait des plans un peu plus tradis, un peu plus figés ou quoi, moi j'ai une éducation manga, donc tu verras qu'il y a dans les scènes d'action, tu as du speed lines dans tous les sens, ça pète. C'est très pop culture en fait. Moi je suis un enfant de la pop culture comme David. Donc qu'est-ce que je pouvais apporter au projet? C'était une vision via mon prisme, donc un truc plutôt. C'est très décousu, hein. Ça part dans tous les sens. Même moi, j'arrive pas à me suivre. Donc, vas-y. Non, mais non, on comprend, c'est clair. C'est bien, c'est bien. Et si je peux rebondir là-dessus, ce qui est bien aussi, c'est que Guillaume, comme il disait tout à l'heure un peu en introduction, on se connaît depuis pas mal d'années. On a des références pop culture, voilà, ce que j'appelle Guns N' Granny, c'est ce que j'appelle un récit popcorn. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc un peu ce serait comme si tu regardais un film un peu à la. Alors, je me mets un peu de rose dessus si tu veux, mais comme si tu regardais un peu un film à la Spielberg. C'est-à-dire qu'il y a des éléments un peu historiques, il y a des éléments fantastiques, il y a de l'humour à des moments un peu tendus. Et ce qui était important pour le projet, c'était justement, il y a une grande scène finale qui s'étend sur plusieurs pages. Et quand tu as les mêmes références cinématographiques, c'est beaucoup plus simple en fait pour expliquer certaines choses, parce qu'il y a des choses que tu marques dans le scénar, il y a de la scénographie que tu vas mettre dans le scénar, mais effectivement, des fois, on débrief au téléphone et on se dit, tu vois, rappelle-toi tel film, il se passe telle chose, l'avion passe comme ceci, le travelling se fait de telle manière. Tu vois, j'aimerais qu'on ait un truc dans ce sens-là. Et Guillaume, il a cette approche très visuelle que je vais avoir aussi et il arrive à retranscrire ça en BD. Et ça a été vraiment un plus parce que le gros sujet pour moi qui était important, c'était toute la bataille aérienne finale du bouquin. Tu vois, je dis sans spoiler, mais effectivement, on parle d'aérien, donc il va y avoir des batailles aériennes. Hein, on est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pour moi, ça s'étendait sur tellement de pages avec des dialogues, avec des points de vue différents, d'un côté comme de l'autre, du côté américain, du côté japonais, qu'il fallait, pour ne pas perdre le lecteur, que l'action soit super fluide et que ça soit, même si c'était scénarisé de telle manière, il fallait que visuellement ça se retranscrit. Et ça, je pense que Guillaume a apporté ce petit truc en plus, ce petit truc de cinéma, avec des cadrages, des gros plans sur les yeux qui se détournent, qu'on peut voir aussi dans la bande-annonce hein, qu'on a diffusée juste avant. Tu le vois à un moment donné, tu as le regard qui se met, qui se focalise, on voit des petits traits manga qui viennent souligner l'action. Tout ça, en fait, c'est ce que Guillaume a apporté au projet. Il a apporté le petit supplément de popcorn, peut-être que j'avais pas avant, mais qui était dans un style différent. C'était un style, effectivement, peut-être plus classique, avec un dessin qui appartenait à Tristan. Et quand Guillaume est arrivé, il avait le challenge de reprendre ce qui avait été fait et de retransformer tout. Et finalement, on s'était dit, on va se baser sur le storyboard de base, mais il a su faire même les lignes les planches qui avaient déjà été storyboardées. Il les a refait un peu à sa sauce parce que finalement, il a apporté ce dynamisme qu'on n'avait peut-être pas avant et qui me permettent au projet d'être encore plus viable et encore plus agréable visuellement. Donc voilà, si je peux me permettre d'aller dans ton sens, Guillaume. Et je rajouterais aussi que moi, je n'ai finalement. En fait, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de références communes parce que je suis très ciné. David, je crois qu'il a arrêté de compter les Blu-ray et les DVD qu'il a chez lui parce que c'est assez impressionnant. Moi, c'est pareil, j'en ai trop. On est plus ou moins de la même, enfin, on est de la même génération, on a à peine quelques années d'écart. Donc, si tu veux, quand on parle de Carpenter ou de Spielberg ou de quoi, enfin, tout de suite, ça tilte, quoi. Donc, quand effectivement, il me disait, bah là, j'aimerais bien que ça soit un peu comme ci, comme ça, enfin, c'était assez limpide. Donc, en fait, si tant est que j'ai réussi à insuffler de l'énergie et à retranscrire toutes ces références et tout ça, c'est notamment grâce au script de David. C'est qu'effectivement, le dessin n'est finalement que la traduction de l'écrit. Donc, si tant est que ce soit réussi, c'est évidemment, même dans le dynamisme, ça ne sera pas qu'à la charge du dessin. C'est aussi l'écrit derrière qui fait tout. D'accord. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il y en a beaucoup aussi qui l'oublient. Enfin, moi, je suis partisan de penser évidemment que le dessin est
évidemment important dans une bande dessinée, c'est évident. Mais trop souvent, ça invisibilise les auteurs derrière. Et sans texte, il n'y a pas de, y a pas de dessin derrière. Je te disais bonjour. Du coup, alors voilà, on a parlé un petit peu avant l'interview. Elle te dit bonjour aussi, elle vient de passer en coup de vent. Merci beaucoup. Tu lui dis, le fan de Jeff lui passe le bonjour. Voilà, le fan de Jeff te passe le bonjour. Ouais, d'accord. Ouais, bah écoute, c'est vrai qu'après, comme tu disais, Guillaume, bah, à force de lire des comics ou des BD, la première fois quand tu tombes dessus, la première chose qui tombe, qui saute aux yeux, bah, c'est le dessin. Et après, bah, quand tu commences à t'intéresser justement à l'art, que ce soit les BD ou les comics, tu sais qu'il y a un scénariste derrière, tu sais qu'il y a enfin, le dessinateur, et les deux, bah voilà, l'un et l'autre, ils sont de pair, quoi. Et une coloriste, parce Ah que oui, Féline, que je il y salue. il y a Sandra derrière, Féline de son nom d'artiste, qui a fait du très bon boulot. Bon, elle aussi, elle a vécu le truc intensément parce que c'était sa première expérience BD aussi, mais c'est une bonne artiste qui fait du bon taf et on s'est bien plié en quatre pour essayer de faire le taf. Je pense que le résultat en vaut la peine. Donc, effectivement, Sandra qui a fait toute la couleur et qui s'en est très très bien sortie. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je suis d'accord. Moi, je suis très graphique, donc moi, si la BD me plaît, le dessin me plaît pas, je vais avoir du mal. Même si par exemple, j'ai mis grave longtemps à lire Fromel. Je veux dire, ok, Alan Moore, ok, mais alors le dessin est super spécial, tu vois. Bon, après, j'ai adoré parce que Moore derrière. Donc en fait, c'est toujours une juste balance parce que même si le dessin est magnifique, si le script, le scénario est à mettre à la poubelle, ça m'est déjà arrivé de refermer des bouquins au bout de 10 pages parce que ça raconte rien. Donc c'est une juste balance. Et tout ça pour amener aussi à un truc, je ne sais pas si ça fait pour vous, il y a un truc qui est très important aussi, c'est la couverture. Parce que nombre de fois, je me suis retrouvé avec la couverture, elle est terrible. Et tu ouvres et c'est pas le même dessinateur et que c'est absolument dégueulasse. Ça, c'est un truc qui m'a toujours rebuté. Donc pour moi, c'est vraiment important que les dessinateurs fassent eux-mêmes leur couve. Au moins, ça, quand quelqu'un achète, au moins tu sais ce que tu as à l'intérieur. C'est exactement le même cas pour moi, en fait. C'est ce que je veux, moi. Ouais, bah, voilà, Ouais. Trop souvent, j'ai été déçu de super couve et non, en fait, non. Voilà. Ouais, dans les comics, c'est les champions dans ça. Hein. Oui, bien sûr. Bah, tu vois, une couverture faite par Adam Hughes et puis après, tu as je sais pas qui derrière. Ouais, non, ça n'a rien à voir, ouais, c'est clair. Et du coup, ben, on parlait du contexte historique, c'est parce que David, enfin, dans les récits que tu fais, tu essaies vraiment de t'attacher à l'histoire. Est-ce que, pourquoi tu penses que, bon, déjà, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, mais pourquoi tu penses que le mythe des Gremlins pourrait encore fasciner aujourd'hui à notre époque, en racontant parce cette histoire? Alors, c'est pas que je pense qu'il puisse encore fasciner, je pense que c'est qu'il manque, en fait. Ça fait plusieurs années, et je fais partie de ces gens-là qui attendent une suite, un troisième volume des aventures des Gremlins au cinéma. Donc, ça fait, voilà, je me mets en tant que fan. Quand je me mets à écrire cette histoire, je suis en fan, en fait. Je me dis, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas entendu parler des Gremlins, ça fait très longtemps qu'on attend et qu'on nous promet un film en développement et qui, à chaque fois, ça capote. Bon, après, c'est Warner Bros. Donc, Warner Bros. Sont habitués à avoir des productions un peu chaotiques, soit avec les super-héros ou n'importe quel film. C'est toujours un peu compliqué chez eux, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, je me retrouve en tant que fan des Gremlins, voilà, des films de Joe Dante, à attendre un film qui n'arrive pas et devoir me contenter, par exemple, d'une série d'animation qui est en fait où tu te dis, ah, c'est bien, on va retrouver l'esprit des Gremlins en animation. Et en fait, je me retrouve avec un produit pour des enfants en bas âge qui est. Alors, c'est regardable, c'est très joli à voir, il y a une esthétique, il y a un truc comme ça. Mais si tu es vraiment fan des Gremlins, bah, t'as pas ton dû, quoi. Tu t'es pas conquis. Donc, en me mettant dans cette position de personne qui attend, je me suis dit, bah, je vais le revisiter, je vais le revisiter à ma manière. Et tant qu'à le refaire, tant qu'à refaire apparaître des Gremlins, autant les faire apparaître dans le vrai contexte. Et quand j'ai commencé à écrire ça et que j'ai commencé à parler des Gremlins, alors quand tu dis Gremlins, les personnes, toi, tout de suite, ils ont ce visuel du Mogwai
qui se transforme de Gizmo, qui se transforme en Gremlins et tout ça. Mais assez peu de personnes finalement savent que dans le film en lui-même, il y a une scène dans un bar où c'est un bar où on voit plein d'images d'aéronautique, on voit plein d'images d'avions, qu'il y a un personnage qui a fait la guerre et qui dit que c'est ces saletés de Gremlins qui reviennent. Il y a peu de personnes qui savent que cette scène, elle n'est pas gratuite, elle est justement pour faire un lien avec la vraie origine des Gremlins. Et je me suis dit, bah voilà, tant qu'à parler des Gremlins, autant essayer de donner aux gens l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces créatures et dire, voilà, c'est pas, les Gremlins, c'est pas une marque, c'est un nom qui existe déjà depuis les années 20, depuis la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, avec déjà des militaires qui parlaient de Gremlins dans leurs avions. Et c'est cette légende finalement qu'on a voulu remettre au bout du jour. Alors, j'ai pas la prétention de dire que ça va changer les choses et que on va repassionner les gens pour les Gremlins d'une autre manière. C'est notre interprétation. Moi, j'ai coutume de dire que c'est les Gremlins façon Akaba. Mais voilà, on a essayé de, de faire plaisir finalement. Quand je te disais que c'était un récit popcorn, c'est parce que je veux faire plaisir. Alors voilà, je veux faire plaisir en mettant des créatures un peu facétieuses, un peu agressives, dans un contexte plus humain. Tu vois, tu disais que je reprends des passages historiques. Bah, c'est peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est ma manière de faire maintenant, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien reprendre un contexte historique et un peu mettre de l'Uchronie dedans, changer un peu les choses. Donc, il y a des personnages qui sont purement inventés. Là, vous voyez la couverture. Donc, on peut présenter les personnages, hein, parce que les personnages principaux sont dessus. On a Riko Hamada, qui est cette jeune fille voilà, qu'on voit là, qui est au centre de l'histoire et qui va découvrir des gremlins, enfin des cocons. Voilà, on a essayé de faire des cocons qui peuvent aussi faire penser alors, aux cocons qu'on voit dans les films et en même temps, voilà, super. Bah, tu as les planches aussi qui avaient été mises. Voilà, donc là, elle découvre un cocon, mais ce cocon peut faire aussi penser au cocon dans Alien. Tu vois, on a essayé de mixer plusieurs choses pour essayer justement d'intéresser les gens. Et puis voilà, donc on a ce personnage-là qui représente la partie un peu empathique des choses pour qu'on essaye de la part un peu enfantine. On a ses parents qui sont eux confrontés, son père Hiroyuki qui va être un pilote amené à faire des missions dangereuses, voilà pour pas trop dévoiler certaines choses. Voilà, donc lui, il a aussi marre à partir avec les Gremlins, mais sous un prisme différent, plus un prisme militaire et un prisme humain dans le sens où ce qu'il va faire va peut-être changer le cours des choses. Et on a un autre personnage, donc on a aussi sa maman qu'on a vu, Naoka, et on a un autre personnage qui est un des personnages réels, qui s'appelle Onishi, hein, l'amiral Onishi, qui est un personnage qui a vraiment existé, enfin, qui est quelqu'un qui a vraiment existé, qui a été responsable de beaucoup d'opérations militaires, voilà, sans trop en dévoiler. Et donc lui, on a voulu garder tel qu'il était dans la réalité, en lui prêtant des dialogues et des intentions légèrement différentes en rapport aux Gremlins, hein, forcément, mais histoire de dire, voilà, il y a un contexte qui s'est passé, il s'est passé des choses très très graves, il y a eu beaucoup de morts, il y a des responsabilités de part et d'autre, et dans toute cette folie très, comme on dit dans la bande-annonce, voilà, la folie de l'homme n'a d'égal que l'agressivité des Gremlins. Voilà, on essaye de mettre en parallèle ces deux choses-là. Alors le but, c'est pas forcément de révolutionner l'histoire des Gremlins, c'est de dire maintenant les Gremlins, c'est à ça qu'ils ressemblent. Nous, c'est notre version des Gremlins. On en a une idée très très précise, mais ce qu'on voulait faire, c'était vraiment que les gens se posent avec un récit qui soit bourré d'action, qui soit en même temps inventif et qui puisse vous surprendre à certains moments, et en même temps qui vous fasse à un moment donné réfléchir sur le jusqu'au boutisme militaire. C'est-à-dire jusqu'à quel moment on doit se dire, OK, on se bat, on a le sens de la patrie, on a le sens de la défense du territoire. À partir de quel moment il faut dire, là, on doit arrêter, on lâche les choses. Et voilà,
vous êtes un peu, en lisant Guns and Gremlins, vous allez être un peu témoin à nouveau de ce qui s'est passé à cette époque-là dans le Pacifique. Et on espère finalement que en distrayant, on ait aussi un recul en se disant waouh, ouais, finalement, est-ce que le plus agressif de tous les personnages qu'on voit dans Guns and Gremlins, c'est pas l'homme au final. Voilà. D'accord. Bah, du coup, Guillaume, toi, comment tu as cherché à représenter tout ça, cette tension, aussi remettre en forme ce contexte historique à travers ton art en fonction de tout ça? Bonne question. Bah déjà, j'ai fait pas mal de. Alors, tout de suite, je vais dire un truc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a inquiété tout de suite, et on en a discuté avec David, avec Charlotte et tout ça. C'est que tout ne sera pas 100% accurate, hein. Voilà, c'est un récit historique, mais pour justement un peu traîner dans le milieu de l'aviation, je sais qu'il y a beaucoup de pinailleurs, de gens qui sont très précis, très machin. J'ai fait ce que j'ai pu. Les corsaires ressemblent en gros à des corsaires, les zéros à des zéros. Voilà. Après, je suis pas hyper accurate sur tout ce qui est vêtements, les hangars, les machins, parce que sinon, ça aurait été un travail de moine copiste. Et déjà que c'est le cas quand tu fais une BD, mais alors si tu dois partir dans des. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc comment j'ai abordé le truc, bah, je l'ai abordé en essayant d'être le plus. Déjà en me déculpabilisant de ça, en me disant, bon, c'est une BD, c'est pas fait pour être un reportage sur Arte, hein, donc on va essayer de se foutre la paix avec les références. J'ai essayé de coller au plus à la réalité, euh, mais en y apportant, voilà, un peu de, avec ce côté, bah, c'est une BD quoi. Même dans un film, des fois, tu as des erreurs. Je me suis dit, faut savoir se lâcher la grappe, dessine, fais au mieux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, c'est sûr que ça ne sera pas. Tous ceux qui voudront y dire quelque chose pourront, hein, mais bon, encore une fois, s'ils acceptent un récit où tu as des bêtes avec 700 dents qui sont prêts à te couper en deux, je pense qu'ils peuvent accepter qu'il manque trop arriver Ouais. à un avion, quoi. Donc, Non, ce qui était donc important, c'était aussi les expressions que tu donnes finalement. C'est vrai que là, tu parles des détails ou un truc comme ça. Nous, ce qui était le plus important, c'était surtout que les sentiments passent à travers le personnage d'une petite fille pour qu'on ait certaine empathie, à travers les personnages du lieutenant Hamada, parce qu'il s'oppose à sa hiérarchie. Il fallait qu'il y ait des jeux de regard finalement, des attitudes, des positions. Et c'est aussi quelque chose que Guillaume a amené finalement, c'est d'avoir ces petits moments où le lecteur va être mis face à certains choix que vont faire certains personnages, et par les réactions, par les visages, par les petites mimiques et le jeu des yeux, tout ça, effectivement, on arrive à ressentir ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et je pense que c'était plus important d'avoir ça, parce qu'on parle de l'humain en général, même si il y a les Gremlins à côté. C'est vraiment une histoire humaine, finalement. Donc, c'était ça le plus important, plus que à cet endroit-là du cockpit, il y a trois rivets, et là, vous en avez fait que deux, quoi. Mais je sais, voilà, je suis d'accord avec toi, dès que tu parles de dessin, de bande dessinée dans le milieu aéronautique, effectivement, tu as les férus d'aéronautisme qui vont se mettre dessus en mode ah ouais, mais là, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Voilà, on n'est pas dans la prétention de dire c'est un récit sur les corsaires, sur les zéros. Non, c'est des accessoires en fait. Voilà, c'est des Donc, accessoires pour faire quelque chose ouais, de popcorn, quoi, quelque chose de exactement. divertissant. C'est exactement ça. exactement. Ouais. Ouais. Et D'accord. effectivement, là, par contre, où j'ai joué dans ma zone de confort, c'est tout ce qui était rapport humain. Ouais. C'était le cœur, comme dit David, à juste titre, c'est le cœur du récit, finalement. C'est vraiment les relations humaines face à des situations dramatiques comme la guerre ou des choses un peu plus surnaturelles. Et là, par contre, j'étais plus à l'aise dans tout ce qui. Et ça se ressent de toute façon dans le dessin. Je suis beaucoup plus à l'aise à dessiner un visage enjoué de petite fille que de dessiner tout un tas de caisses. N'est-ce pas, David, qui m'a torturé avec un plan? Je vous laisserai la page 13 ou 14, je ne sais plus. J'ai Ouais. souffert. C'est Cette planche, celle-là. voilà, vous la verrez. Déjà, quand vous verrez la planche, vous vous direz, c'est marrant, ça me fait penser à la scène d'un film très connu Ouais, avec un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Voilà, on va dire le truc comme ça. On peut le dire, de toute façon, on s'en fout, le truc. Mais effectivement, il y a une scène de hangar où on voit des caisses et des caisses et des caisses
qui s'étale tout du long. Et j'avais en tête la fameuse scène des Aventuriers de l'Arche perdue où on range justement l'arche dans une caisse, dans un grand hangar, dans un grand entrepôt. Et c'est comme ça que le film se finit. Et je lui avais dit à Guillaume, voilà, j'ai exactement cette image en tête. Donc oui, quand tu es scénariste, c'est super bien. Tu n'as aucune limite. Tu écris ça te prend 5 minutes pour l'écrire, tu es tranquille. Lui, par contre, il s'est payé, je ne sais pas combien de journées à faire les détails des caisses, une par une, parce que effectivement, c'est presque sur une pleine planche. Et du coup, voilà, moi, je tenais à avoir ce plan-là en référence pour les fans, justement, des films popcorn. Ta petite Et Madeleine, hein ta petite Madeleine de Proust, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est toujours mettre des trucs. Ben, voilà, je suis quelqu'un qui est, et comme Guillaume, voilà, on est des enfants des films des années 80, 90. C'était des films qui étaient peut-être moins, j'allais dire, c'est des films un peu moins basés sur comment dirais-je, c'était moins cérébral. Oui, Voilà. Alors, le truc, c'était vraiment du divertissement. Et il n'y avait pas de honte, finalement, à faire des films comme ça. Et moi, je regarde encore avec plaisir des films que j'ai pu voir des vingtaines, des trentaines de fois. Je les regarde encore parce que je suis toujours émerveillé par ce côté divertissement très simple qui est proposé, mais toujours avec un souci du détail. Bah là, le détail, c'était ça. C'était cette scène en matte painting qui, moi, m'avait marqué quand j'étais plus jeune, que je regarde encore avec mes yeux d'adulte avec un certain éblouissement quand je me refais les films Indiana Jones en 4K. Bah, je vois ça, je me dis putain, mais c'était quand même extraordinaire parce que ça n'a pas trop perdu, malgré le temps qui passe. Finalement, voilà, il y a plus de, je vais dire, ouais, il y a presque 40 ans ce film-là. Et tu te dis, voilà, c'est toujours extraordinaire. Et ben là, voilà, donc je voulais avoir cette scène un peu similaire dans Guns and Gremlins, finalement, pour faire une sorte de lien entre ces films des années 80 et ce que je voudrais faire en récit maintenant. Et du coup, voilà, quand je le dis, moi, ça me prend 5 minutes. Lui, ça lui a pris, voilà, je ne sais pas, il pourra vous le dire, mais ça lui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ah bah, c'est une page que j'ai étalée sur plusieurs semaines parce qu'en fait, pour revenir sur ce que disait David, alors oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais en même temps, pour corroborer ce qu'il vient de dire, et un parallèle avec le cinéma, moi je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, à l'époque, le cinéma avait quelque chose de beaucoup plus artisanal, et à partir du moment où c'est plus artisanal, tu sens que c'est fait beaucoup plus avec le cœur, et ces films avaient du cœur. ouais. Chose qu'on a essayé de retransmettre dans la BD, quoi. Il y a vraiment un côté, voilà, c'est de l'émotion et tout ça. Et en tout cas, moi, j'ai grandi parce qu'avec ce genre j'en ai appris beaucoup sur moi, parce que moi, je suis quelqu'un, et c'est ce qui m'a perdu pas mal de fois, de très pointilleux. C'est-à-dire que, couillon comme je suis, même la caisse que tu verras au bout, tu le verras pas mais moi, idiot comme je suis, c'est que je faisais à chaque fois tous les clous. Même la caisse qui est tout au fond et que personne ne verra, et que même moi, je voyais plus à la fin. Donc en fait, j'ai beaucoup appris grâce à cette BD, et notamment sur le fait que mon sens du détail qui m'aura perdu à pas mal de fois. Ouais. Mais oui, je pense que, comme disait David, dans Guns N' Roses, tu retrouveras une petite fragrance de ces films qui nous ont tant fait rêver finalement à l'époque, quoi. Bah, c'est rassurant parce que moi, je me pensais que c'était vraiment quelque chose de sérieux, tu vois, vu le contexte de la guerre et tout, on allait partir sur de l'horreur, mais là maintenant, enfin, moi, ça me parle, très sincèrement, ça me parle, ce côté Ouais. divertissant, ce côté. C'est un mélange de genres, hein. Tu verras Ouais, il y a la gravité de certains sujets que David a effleuré tout à l'heure. Il y a aussi, comme il disait, deux, trois scènes qui sortent de nulle part et qui sont drôles, en tout cas qu'on a voulu rendre drôles, que ça soit à l'écrit ou graphiquement. Donc c'est un espèce de mélange de genres. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de gravité sur certains trucs. Il y a aussi de l'espoir. Je veux dire, à la fin, tu es entre désespoir et espoir, à l'image de la vie, hein, de toute façon. ouais. Et c'est vraiment une espèce de boubli-boulga de beaucoup d'influences et de diverses influences. Et je pense que tout le monde y trouvera son compte. Je pense que c'est une BD où tout le monde peut y trouver son quelque chose, en tout cas. Ouais. D'accord, ok. Ouais, bah, écoute, et du coup, ben, toi, David, Ouais. sur les récits c'est même pour ça que je t'appelais Jeff d'ailleurs, Ouais. t'es beaucoup porté sur la narration.
Donc, ce style-là, est-ce qu'on va le retrouver dans Guns and Gremlins? C'est long monologue, c'est longue page narrative, ou c'est Euh, dialogue? je pense un peu moins quand même. On a essayé d'aller un peu plus à l'essentiel. Et après, ça dépend aussi de l'histoire finalement. Est-ce que l'histoire là s'y prêtait? Je ne sais pas. Alors, effectivement, il y a des, comme disait Guillaume, il y a des moments très, très graves où j'ai essayé d'abandonner tout ce qui était humour. Par exemple, il y a une scène qui se déroule à l'état-major japonais où on parle de la guerre, on fait le bilan, et là on parle de milliers de morts, on parle enfin, d'une catastrophe qui s'approche, c'est-à-dire la fin d'une guerre et comment elle va se terminer finalement. Donc là, j'essaye de vraiment donner des détails et d'avoir un phrasé qui est 100% réel finalement. Je ne mets pas d'humour. Là, on est vraiment dans un moment de gravité. Et par exemple, à ce moment-là, c'est Guillaume qui lui rajoute un petit truc d'humour, c'est-à-dire un personnage qui tape sur la table en mode il faut faire ceci, il faut faire cela, et tu as un autre personnage qui, voyant que l'autre tape sur le truc, reprend son verre et le remonte pour pas que le whisky qu'il est en train de déguster soit renverse. Tu vois. Donc c'est des petits trucs d'humour comme ça qui sont mis, mais que moi j'avais pas forcément mis en dialogue. Et après, par rapport à la narration, j'ai fait vraiment au plus simple sur celui-là. C'est-à-dire que j'ai donné la narration ici me sert finalement à présenter un des personnages, donc c'est le personnage réel. Donc je mets des vraies dates, je mets des vrais lieux. J'ai essayé de mettre les navires qui sont pris à partie sont les vrais navires de l'époque. Tout ça c'est réel et tout ça apparaît finalement dans la narration. Je dirais que tout ce qui apparaît dans la narration est réel. Tout ce que vous voyez après en récit, toute l'action, tout ça, fait partie du côté un peu fantastique et du côté un peu scénarisé, justement, pour que l'histoire soit beaucoup plus fluide. Mais sur celui-là, je pense que la narration, elle est moins importante parce que l'histoire s'y prêtait pas. Après, c'est pas forcément un style que j'essaye de mettre en place, mais tout dépend finalement de l'histoire que je défends et quel point de vue je veux adopter. Est-ce que je veux faire réfléchir? Est-ce que je veux divertir? Je pense que c'est plus ça qui me permet de choisir tel et tel mode de narration ou tel et tel phrasé finalement. C'est D'accord. contextuel. Et Voilà. toi, Guillaume, ben, moi, comme je disais à David quand on avait parlé, j'aime beaucoup ton style, hein, très sincèrement. Et Ah oui, quand j'ai merci. regardé, alors bon, quand je regardais Rico, elle me faisait penser à, comment il s'appelle, Nizar dans Goldorak, Ah tu oui. vois. Et donc, Ouais. et du Ouais, coup, c'est quoi tes sources d'inspiration? Parce qu'on voit que c'est vraiment porté sur le manga. Tu parlais de pop culture tout à l'heure. ouais, ouais. Alors moi, de toute façon, oui, moi, en fait, moi, je suis vraiment à la croisée de. J'ai grandi avec la franco-belge, donc Boulet Bill, Gaston, tout ça. Enfin, je vous épargnerai la liste. Très très vite, bah, j'ai été aussi dans les Strange, ce qu'on appelle les Strange, hein, tous Oui, les oui. trucs avec les Spider-Man de l'époque, que j'ai tous gardés d'ailleurs, au grand désespoir de ma compagne, parce que ça, il y a à peu près 40 cartons dans le garage de BD. Ah ouais, d'accord. Et très vite, je me suis mis au manga. Je suis génération Dorothée, donc j'ai connu les premiers mangas, même pas traduits. Donc je me trouve vraiment à la croisée de ces trois influences, avec cette difficulté de des fois devoir faire son choix, si tant est qu'il faille faire un choix. Donc c'est ouais, un mélange un peu bizarre. Alors après, moi je suis très donc je suis content de t'entendre dire que tu aimes bien mon style parce que je suis quelqu'un d'extrêmement comment dire prudent par rapport à ce que je peux penser de mon propre style. Je suis jamais satisfait, hein, comme beaucoup de dessinateurs. Voilà. Il y a plein de trucs que je vois, je me dis voilà quoi. Mais mais bon, avec l'option de faire mieux par la suite. Moi, j'ai toujours envie de mieux en mieux dessiner. Donc, c'est toujours agréable d'entendre ce genre de compliments, ça rassure. Et après, oui, bah, mon influence première et qui restera jusqu'à la fin, c'est mon manga préféré. C'est juste histoire de le placer, qui est Akira. Voilà, c'est mon fils se prénomme Kaneda. Voilà, comme ça donne le ton. Et ma fille Kaori, ça donne le ton aussi. Donc, je relis très souvent le travail d'Otomo et c'est celui qui me drive le plus d'un point de vue
narration, scénographie, action, enfin, je veux dire, et pour moi, Akira, c'est la quintessence même du manga. Il y a rien acheté, littéralement rien acheté. Donc, si je devais choisir une influence, ça serait celle-là. Ouais. D'accord, d'accord. Du coup, là maintenant, ce que j'ai cru comprendre, c'est un récit complet, c'est ça, c'est un Oui. one-shot. Et est-ce qu'il y aura d'autres perspectives pour ce récit? Si vous pouvez nous expliquer un peu. Oui, en fait, le truc, comme j'explique souvent, c'est toujours très difficile maintenant de dire à un éditeur, quand on monte un dossier, de dire, voilà, j'ai une idée, on va parler de ça dans un premier volume, on va parler de ça dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième. Donc c'est très très difficile de partir comme ça. Donc moi, je préfère faire des récits qui se lisent du début à la fin de manière un peu indépendante, sans qu'il y ait une suite à la fin qui amène à autre chose. Par contre, effectivement, je suis assez business plan là-dessus, c'est-à-dire que il y a déjà une suite, même deux suites, hein, parce que c'est pensé comme une trilogie dont le synopsis est déjà écrit. Pour presque un tiers, le scénario est déjà écrit pour le numéro 2. Donc tout dépend finalement des chiffres. Plus les chiffres de vente vont être bons, plus on va avoir un go très rapidement pour éventuellement faire un numéro 2. Donc, le but, voilà, si on veut un peu expliquer notre vision des choses, le but, c'est de continuer à suivre la famille Hamada à travers des décennies différentes, donc D'accord. d'avancer dans le temps, hein, de suivre, il n'y a pas d'histoire de préquel ni rien. Donc, ça serait de suivre la famille Hamada et de suivre les Gremlins, parce que, effectivement, nous, on a pensé les Gremlins d'une certaine façon. Là, vous allez voir les Gremlins, on va dire, dans le plus simple appareil, finalement, hein, qui vont être utilisés d'une certaine façon et tout ça. Mais on a pensé les Gremlins comme des vrais animaux, donc avec un but. Est-ce que ces personnages, bon, je peux peut-être le dire, hein, les personnages des Gremlins que vous allez voir là, moi, c'est ce que j'appelle des sentinelles. C'est-à-dire que c'est voilà, si dans une fourmilière ou dans n'importe quelle ruche, il y a les ouvrières ou les petits soldats, ben voilà, là, les gremlins que vous voyez là, ce serait on va dire, l'espèce de base, en fait. Après, il y aurait des évolutions et tout ça. Et le but, ça serait de continuer à voir évoluer la famille Abada et en même temps continuer à voir les gremlins pour voir comment justement ces animaux évoluent et quel est leur but final finalement. Voilà, donc ça serait et ça on l'amènerait effectivement dans des décennies différentes avec des personnages qui évolueraient. Voilà, j'essaye de pas trop en dire pour dire quel personnage et tout ça, mais voilà, on essaierait de suivre des personnages qui auraient des motivations différentes, mais qui seraient toujours en prise un peu avec les Gremlins. Ça, on serait un peu dans le syndrome d'Alien, Ouais, c'est finalement, ça, le syndrome alien, ouais. avec Ripley, Mhm. que voilà, on aime à suivre, et quand elle n'est pas là, finalement, on dit, tiens, il manque quelque chose. Donc, OK, on a nos Gremlins, et on veut les faire évoluer, mais on a aussi besoin des personnages auxquels on se sera attaché dans Guns and Gremlins, et eux aussi, on veut les voir évoluer. Et c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, c'est un récit humain, c'est qu'effectivement, il y a des créatures fantastiques qui n'existent pas, mais dont on essaye de créer une réalité tangible dans la manière de fonctionner, et elles sont opposées à des personnages profondément humains qui vont traverser des drames humains, qui vont traverser un contexte historique humain qui est hors norme, puisqu'on parle ici de la Seconde Guerre mondiale et dans les conditions dans lesquelles elle va se terminer. Et voilà, et donc tous ces personnages donc, apprennent de leurs erreurs, apprennent du contexte historique et apprennent aussi au contact des Gremlins et apprennent à comment les affronter et comment s'en méfier. Ah, d'accord. Parce que moi, tu vois, comme on avait déjà parlé de ce projet l'année dernière, en fait, tu m'en avais un peu Ouais, expliqué. Je voyais vraiment ça comme un peu les récits Godzilla où, tu vois, c'était les créatures ouais. qu'on voit sur différentes époques. Mais là, maintenant, quand tu parles du syndrome alien et tu m'as enlevé les mots de la bouche, un peu cette malédiction qui poursuit pas un personnage, mais une famille, la famille Amada, c'est ça? Ouais, je trouve Ouais. ça. Ouais. Ouais, alors puis alors c'est pas forcément une malédiction, mais disons que effectivement, quand on a un personnage central et qu'on Mm. veut continuer une histoire, scénaristiquement, c'est plus simple Ouais. parce qu'on connaît le personnage et on sait ce qu'il a traversé. Donc c'est plus simple de le faire affronter. Après, il y a un petit truc, un petit mécanisme scénaristique pour faire en sorte que les deux
antagonistes se retrouvent Ouais. finalement et comment finalement, de leur première rencontre, ils ont appris chacun à évoluer différemment et voir comment nos personnages réagissent maintenant à nouveau, quelques années plus tard, au contact des Gremlins et comment ils s'en sortent cette fois-ci. Et donc le but, c'est ça, on a un numéro 2 qui est bien centré, on a un numéro 3 où on sait exactement où ça va se passer, on sait avec qui, on sait comment ça se termine. Et je peux même vous dévoiler que si on arrivait à faire une intégrale, si on arrivait à faire l'intégralité des 3 volumes, on pourrait même proposer à faire une sorte d'intégrale avec une petite histoire bonus d'une vingtaine de pages qui pourrait être la préquelle de ces 3 histoires. Donc, pour vous dire que c'est quand même très très bien pensé avec Guillaume, on a réfléchi sur plusieurs trucs et je peux vous dire que c'est bien établi sur 3 histoires et un tout petit préquel. D'accord. Du coup, Guillaume, toi, tu as des idées pour les prochaines étapes, en espérant qu'on aille jusqu'à là-bas, pour les replacer dans différents contextes. Là, on est sur la Seconde Guerre mondiale. Si on devait te placer sur un autre contexte historique, est-ce que tu aurais des idées, justement, Ah bah c'est oui oui. spécifiquement? Je vais essayer de rien spoiler évidemment. Je suis très mais je sais déjà, je connais parce que David a déjà bien avancé sur le 2. En fait, le 2, j'ai une visu d'ensemble du 2. Le 2, vous n'êtes pas prêt. Ça va être, ça va être moi, en fait, pour te dire la vérité, il m'avait déjà parlé du 2 au commencement du 1. Et en fait, j'avais qu'une hâte, c'est de terminer le 1 pour pouvoir faire le 2. Parce D'accord. que le 1 est très bien. Alors le 2, ça va être bourrin, quoi. Et le 3, j'ai qu'une esquisse, mais je sais que ça va être aussi assez fou, quoi. Donc effectivement, c'est pensé comme une trilogie avec cette option préquelle. Et je sais déjà que le 2, ouais, ça va être quelque chose de. Si tant est que ça se fasse, et j'espère, hein, rien n'est On acquis. l'espère pour vous. Mais c'est ouais, le 2, je sais qu'on sera à même de pouvoir vous offrir quelque chose de vraiment bien, bien fun. Ouais. D'accord. Bah là, du coup, on a vu la bande-annonce. Déjà, elle annonce vraiment quelque chose de lourd et tout. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit adapté, une prochaine adaptation, si il rencontre le succès qui mériterait? Et ça serait quoi comme type d'adaptation? Un anime, un film, une série? Si vraiment. On parle toujours de films, donc ouais, Ouais, à l'idéal, vraiment un truc vraiment qui ferait rêver, ça serait d'en faire un film. Après, est-ce que un film Gremlins avec des Gremlins différents passerait, étant donné qu'il y a déjà des films basés sur une autre version des Gremlins, même si c'est vraiment pas, hein, j'ai vraiment pas essayé de faire quelque chose de ressemblant. Il y a pas de, il y a peut-être un ou deux moments dans la BD où il y a une légère allusion à, aux Gremlins de Joe Dante, mais c'est vraiment, il faudra lire en deuxième couche finalement. Donc je ne sais pas si ça passionnerait d'avoir des Gremlins différents au cinéma, mais effectivement, c'est pensé comme un bouquin, c'est pensé comme un film des années 80. Donc oui, C'est ça. l'idéal, ça serait ça, quoi, finalement, une sorte de série, de film ou alors une série, je sais pas. Ouais. Mais je pense qu'il y a matière, hein, il y a vraiment matière vu le contexte historique, vu maintenant ce qu'on peut faire en termes de qualité graphique pour remettre en place certaines époques, je pense qu'il y aurait moyen, tout à fait moyen d'avoir au moins une série, je pense un appel, hein, une série Netflix ou je sais pas quoi, hein, mais pourquoi Ouais, pas, hein. un film Netflix. Mais d'ailleurs, on avait eu, Ou rappelle-toi, David, une petite frayeur avec ce fameux Cloud in the Sky. Ah oui, 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 alors Ah, ça, faut vous le raconter, hein, je parce te que l'avais sur le terrain, on l'avait regardé ensemble. ouais, ouais, ouais. Bah en fait, quand on était en train de développer, donc Guillaume était en train de faire les planches, on devait être à la moitié du projet, et il y a un film qui sort qui s'appelle Shadow in the Sky, c'est ça? Shadow in the Euh, Cloud? oui, oui, c'est ça, un truc comme ça, ouais. Attends, Ouais, je un, regarde. un petit film qui a été produit pendant la période Covid, donc qui est pas bien ficelé, qui est pas bien terminé, qui est porté par une actrice, c'est Chloé Grace Moretz. Ouais, Euh, Shadow in the Sky, ouais. ouais, que j'aime beaucoup, mais en fait, elle porte le projet, et ça parle d'un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique,
Et je vois le pitch et tout ça, et je vois présence d'un gremlin à bord. Et je me dis, mais putain, ils sont en train de nous, excusez-moi pour le mot, mais ils sont en train de nous squeezer le projet, en fait, tu vois. Donc, je disais à Guillaume, c'est super bad news. Il faut absolument qu'on regarde parce que si ça se trouve, il y a des choses qu'on a écrites, enfin que j'ai écrites, et peut-être qu'ils vont se retrouver dans le film. Et voilà, le truc est retombé. On a vu le film. Déjà, il est oubliable et il s'est pris une très très mauvaise critique. Et alors oui, il y a Gremlins dedans. Oui, on parle du Pacifique et tout ça, mais l'histoire est tellement, tellement à des années-lumière que effectivement, je me suis dit bon, c'est pas grave. C'est pas parce que ils ont associé les Gremlins au contexte du Pacifique que voilà, notre projet tombe à l'eau. Voilà, j'ai été super rassuré après, mais pendant le temps du développement du film, quand on savait qu'il allait sortir pendant 2 ou 3 mois. Et moi, j'étais pas super bien parce que il y avait une sorte d'omerta. On savait pas ce qu'il y avait dans le film, et je Ouais, savais qu'on parlait juste de ça. Bombardier, d'accord, Pacifique, Gremlins, et là, j'ai eu peur. d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume? Non, non, bah, non, juste, D'accord. j'ai été très rassuré aussi parce que bah, quand j'étais chez David à l'occasion d'un passage dans le Nord, effectivement, il me dit, ouais, bah attends, on s'est mis le film, effectivement, outre le fait que le film est excessivement oubliable, effectivement, enfin, il est un peu pourri, quoi. Oui. Effectivement, on avait peur de se faire passer sous le nez, quoi. Et de se faire traiter après par la même de bah, vous avez copié le film et tout, machin. Mhm. Alors que absolument pas, quoi. Mais bon, voilà, c'était une petite frayeur qu'on a eue pendant la prod, quoi. Ouais. D'accord. Alors, de manière très courte, est-ce que vous avez un message euh, à faire passer à travers cette lecture de Guns and Cabinets? C'est quoi le message que vous souhaiteriez faire passer quand le lecteur aura le bouquin entre ses mains le 25 octobre, qui correspond d'ailleurs, David, tu m'avais dit quelque chose par rapport au contexte historique, il y a une petite référence Ouais, bah là-dessus. sans qu'on le fasse exprès, le bouquin sort le 25 octobre 2024, qui est la date anniversaire de l'opération Vent divin, qui a débuté le 25 octobre 1944. Donc, elle va sortir pour l'anniversaire. Et en fait, l'opération Vent divin, ce sont les premières opérations kamikazes de la marine impériale japonaise. Et c'est ces éléments qui sont relatés dans Guns and Gremlins. Donc en fait, voilà, sans qu'on le fasse exprès, on arrive à tomber pile poil le jour de l'anniversaire tristement célèbre des premières missions kamikazes. Et puis, bah, pour répondre à ta question, ce que j'aimerais, c'est que les personnes, voilà, regardent, alors je le répète, cette BD comme un divertissement, mais que derrière, on se pose la question finalement de certaines choses. Moi, c'est surtout la résilience, c'est surtout le, le, le fait d'au bout d'un moment d'arrêter une course qui est perdue d'avance. Dans le contexte historique qu'on essaye d'expliquer, évidemment, il y a des personnes qui ont été jusqu'au boutistes, historiquement parlant, et qui ont pris des décisions qui ont mené à la mort de centaines de milliers de personnes. Et peut-être qu'à un moment donné, on essaye de montrer ça dans la BD, hein, on parle des moments graves, d'une certaine gravité, on parle à un moment donné de personnes qui ont le choix de dire, OK, on est battu, on arrête. On arrête, on rend les armes et c'est terminé, et on en reste là. Et non, dans la vraie vie, et dans la BD aussi, du coup, peut-être pour d'autres raisons, mais d'une manière différente, ces personnes-là vont dire, non, non, on va aller jusqu'au bout. Et ça va conduire voilà, à quelque chose qui va conduire à des événements où l'ennemi va vouloir surpasser en termes d'agressivité et de décision, et on va arriver à la mort de centaines de milliers de personnes, alors qu'on aurait pu très bien se mettre autour d'une table et se dire stop, on arrête. Donc, ce que j'aimerais que les gens, au bout d'un moment, même s'ils sont divertis par l'histoire, se disent qu'au bout d'un moment, il faut avoir une certaine facilité de résilience, ou de se dire voilà, on est capable au bout d'un moment de s'entendre, de se parler, de se comprendre, sans pour autant aller jusqu'au bout de certaines choses, de certaines menaces, et que quand on regarde ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, bah voilà, on est en plein dedans en fait. C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, tout le monde parle de cesser le feu, tout le monde parle de se mettre autour d'une table et de parler de paix. Et en fait, tu as l'impression que parler de paix, c'est d'abord
se montrer le plus agressif possible en envoyant des missiles d'un côté et en renvoyer de l'autre, et de se renvoyer la balle comme ça. Et au milieu de tout ça, il y a des gens qui meurent. Et voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, ces personnes qui sont au pouvoir, peut-être auraient pu avoir d'autres décisions, et des décisions plus, entre guillemets, plus humaines. Et c'est ça que j'aimerais que les gens réfléchissent finalement à la fin, en refermant Guns and Gremlins, se dire, OK, j'ai été diverti, mais on me parle quand même de choses qui ont existé, et ça serait bien que ces choses-là ne se refassent plus. Et malheureusement, ce qui se passe actuellement nous donne un peu l'aspect inverse des choses. Donc, est-ce qu'on finira par apprendre de nos erreurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un des messages. Il y a un message profondément humain dans Guns and Gremlins, et peut-être que au moins les lecteurs, eux, le capteront. Guillaume? Je vais te dire que la fin ne justifie pas toujours les moyens, voilà, pour essayer Bah, d'être c'est plus, plus sobre. c'est plus court. Mais par contre, j'apprends à l'instant, donc ça tombe l'anniversaire des premières opérations en divin. C'est assez Ouais. fou, ça. Je ne savais pas, donc je Non. l'apprends en même temps que toi, Nassourdine. C'est drôle, hein, des fois, comme tout s'aligne. Et oui, vite fait, bah écoute, oui, Guns N' Gremlins, c'est comme je disais, c'est la fin ne justifie pas toujours les moyens, et que l'escalade à qui aura la plus grosse, c'est toujours ceux d'en bas qui morflent, quoi. Et c'est un schéma, malheureusement, qui sera peut-être ad vitam aeternam, je sais pas, mais comme disait David, c'est dangereusement d'actualité. Et j'ai peur que ça soit encore un sujet d'actualité plus tard. Mais il y a aussi énormément comme je disais, d'espoir et de perspectives lumineuses, si tant est qu'on veuille bien les voir, quoi. D'accord. Bah, écoutez, merci encore. On vous retrouve au Quai des Bulles, hein, Merci. c'est ça, le 25 octobre? Et ouais, Ouais, Dédicace. tout se passe le 25 octobre. exactement. Ok. Hâte Exactement. de... Je peux pas vous donner de tous les horaires de dédicace, mais effectivement, on sera à Quai des Bulles, donc on pourrait nous croiser là-bas. Bah, déjà, hâte de recevoir ma commande, hein, parce que j'ai commandé Oui, déjà. oui. Alors c'est voilà, je rassure tout le monde, c'est arrivé vendredi dernier chez Ankama. Pour les précommandes, il y avait des dédicaces. Moi, j'y vais déjà demain chez Ankama pour dédicacer les exemplaires. Ensuite, ce sera Guillaume. Et ça va être envoyé le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir les exemplaires de précommande peut-être avant le 25. C'est quand même ça la base d'une précommande finalement. Donc pour l'instant, on est dans les temps, donc tout va bien. Super. Bah, écoutez, merci encore. Ben, Merci pour les à toi. lecteurs, lisez Guns and Gremlins. On espère qu'il aura le succès qu'il mérite réellement, parce que je connais l'auteur et je viens de découvrir Guillaume. Et ben, plein de bonnes choses pour vous. Merci encore pour cette interview. Merci à Et toi. Merci j'espère à qu'on toi. aura l'occasion de se revoir sur d'autres occasions et Sûrement. surtout sur ces futurs projets. J'espère. Sûrement. On se tient au courant, on essaie de se croiser, quoi. Ouais, D'accord. ça marche. Allez, à bientôt Avec les plaisir. gars. Ciao à tous. Ciao. Ciao.